Monique Wittig, vous allez à la ligne? Non, je ne vais pas à la ligne. C'est le titre de l'article publié par Huguette de Bézieux dans le Figaro le 2 décembre 1964, à l'occasion de la parution de l'Opoponax, qui a reçu donc le prix Médicis. Le prix Médicis 1964, c'est une petite dame chétive, toute éberluée par son succès. Il paraît que Monique Wittig a 29 ans, on aurait tendance à lui en donner 14, avec ses cheveux raides d'écolière, son visage qui, visiblement, n'a jamais été touché par le moindre maquillage, ses doigts menus d'adolescente. Et, détail curieux, elle porte des bottes lacées en cuir beige qui font penser aux petites filles de la comtesse de Ségur. Rien d'étonnant après tout cela que son premier livre parle de l'enfance. Mais à vrai dire, les choses ne sont pas aussi simples. Si Marguerite Duras a crié au chef-d'œuvre, si Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet et Claude Simon ont tout de suite reconnu Monique Wittig comme l'un des leurs, c'est que l'Opoponax n'est pas un roman de la veine du général Dourakine ou de celle du petit Nicolas. Pour déconcerter le lecteur moyen, tout y est. Les 3 premières lignes qui choquent comme un coup de poing, l'absence pendant 281 pages du moindre alinéa, les phrases mises bout à bout. Alors une sœur dit « À qui est le panier avec la pomme à demi rongée ?» L'emploi systématique du pronom indéfini « on » pour donner une impression de flou, de généralité, d'indifférence. Et puis, pour couronner le tout, ce titre mystérieux, cette Opoponax, que tout le monde essaie d'interpréter sans bien y parvenir. Un lieu, un état, un noyau pour certains. Pour d'autres, c'est la couleur de la vie ou le destin. Jusqu'à l'auteur qui a bien du mal à définir son titre. Définir l'Opoponax ? Mais il n'y a pas de vraie définition. Ou alors, c'est la définition de l'indéfinition. Voyez mon narrateur, c'est à la fois une petite fille, mais aussi un adulte, et même le lecteur, s'il veut entrer dans le jeu, et enregistrer les faits comme une sorte de caméra. Alors, Dominique, là, on a eu droit à un portrait de Monique Wittig en décembre 64, au moment de la parution de l'Opoponax, comme c'était dit. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette tante un peu extraordinaire? Qui n'aimait pas le mot tante d'ailleurs. Alors, je vais commencer en fait par les liens entre Monique Wittig et l'Alsace, puisque donc Monique naît en juillet 1935 à Dannemarie, dans le Haut-Rhin. Sa mère Maria est née dans un village du Sundgau à Holting, proche de la frontière suisse. La famille du père, Noël, vient également de ce même village, mais est partie en 1870, après que l'Alsace devienne allemande. Le père insistait toujours sur ce point, disant qu'ils étaient partis par patriotisme. Et un jour, ma grand-mère, un peu énervée, m'a dit en aparté que le patriotisme avait bon dos et qu'en réalité, cette branche-là de la famille Wittig n'arrivait plus à vivre du travail agricole. Et effectivement, la famille a été s'installer en Franche-Comté, du côté de Montbéliard et de ses usines. Les 2 sœurs du père se sont mariées à 2 frères vivant à Holting, ce qui va renforcer les attaches avec le village. Alors, en 1938, ma mère, Gilles, donc, naît à Mansbach, encore en Alsace. Et puis, quelques temps après, la famille déménage à Audincourt, dans le Doubs. Alors, le père veut se rapprocher de son travail en usine, mais plus tard, il expliquera aussi avoir eu peur à l'approche de la guerre d'être appelé sous les drapeaux en Allemagne. En fait, c'est une des rares fois où il va faire référence à ses origines alsaciennes. Durant la guerre, le père part à Rodez pour des raisons professionnelles. Sa femme et ses filles le rejoignent. Et Monique et Gilles vont être scolarisés plusieurs années là-bas dans une pension religieuse. Puis, au début des années 50, ils déménagent pour la région parisienne, à nouveau suite à une évolution professionnelle du père. Toutefois, le lien avec l'Alsace demeure, car Monique et Gilles y retournent en été, comme je le ferai également des années plus tard.
Sur des photos, on les voit toutes les deux, qui participent aux moissons à côté de leur oncle maternel. 2 anecdotes montrent que le village d'Oltingue avait gardé une certaine importance pour Monique. En juillet 68, elle y est avec sa mère et avec moi et raconte longuement mai 68 au cousin maternel. Au milieu des années 70, elle y emmène sa compagne d'alors. Et puis surtout, dans l'Opoponax, il est beaucoup question d'Oltingue. Alors, précisons que seule la mère parle alsacien et allemand et que la transmission de ces 2 langues ne se fera pas. J'ai lu hier le premier article qui est paru sur le livre de Monique Wittig, L'Opoponax. Ce que je redoutais est arrivé. L'auteur de l'article avait lu un Opoponax différent du mien. Mon Opoponax, c'est même à peu près sûrement le premier livre moderne qui ait été fait sur l'enfance. Mon Opoponax, c'est l'exécution capitale de 90% des livres qui ont été faits sur l'enfance. C'est la fin d'une certaine littérature et j'en remercie le ciel. C'est un livre à la fois admirable et très important parce qu'il est régi par une règle de fer, jamais enfreinte ou presque, celle de n'utiliser qu'un matériau descriptif pur et qu'un outil, le langage objectif pur. Ce dernier prend ici tout son sens. Il est celui-là même, mais porté au plein champ par l'auteur, dont l'enfance se sert pour déblayer et dénombrer son univers. Ce qui revient à dire que mon Opoponax est un chef-d'œuvre d'écriture parce qu'il est écrit dans la langue exacte de l'Opoponax. Mais il ne faut pas s'effrayer. Les adultes, même s'ils l'ignorent, connaissent le langage Opoponax. Il suffit de lire le livre de Monique Wittig pour qu'ils s'en souviennent. À moins, mais cela peut arriver, d'avoir des yeux très fatigués par une littérature très fausse ou d'ignorer, même si on fait carrière dans la littérature. De quoi s'agit-il dans le livre ? D'enfants, de 10, 100 petites filles et petits garçons qui portent les noms qu'on leur a donnés, mais qui pourraient aussi bien les échanger contre des sous neufs. Il s'agit de 1000 petites filles ensemble, d'une marée de petites filles qui vous arrivent dessus et qui vous submergent. Il s'agit bien de cela, en effet, d'un élément fluide et vaste, marin, toute une moisson, une marée d'enfants portés par une seule vague. Car tout d'abord, quand le livre débute, ils sont très jeunes, ils sont dans le fond d'un âge sans fin. On a dans les 3 ans, je dirais, de Véronique Legrand. D'abord, la vague vit, remue, grouille de 1000 petites vagues dont elle est faite. Celles-ci coexistent et se succèdent sur un rythme ininterrompu de fusillade et je dirais dans un ordre absolu. Et puis, chacune de ces petites vagues s'élargit, se ralentit, et puis elles se chevauchent l'une l'autre, et puis elles s'embarrassent de l'autre, et puis voici qu'elles s'en mêlent. L'enfance vieillit. L'art extraordinaire de l'auteur fait que ce vieillissement monte en nous à notre insu. Comme devant notre propre enfant, nous nous demandons ce qui se passe, nous nous étonnons. Et voici que l'âge de la multiplication est arrivé, puis celui du latin. Mais attention, ici, si l'enfance vieillit, c'est dans l'enfance, sans en sortir, toujours à l'intérieur de cet inexpugnable château fort aux formidables enceintes. Pour la première fois, nous comprenons que nous ne pouvons pas y entrer. Nous sommes conviés à regarder et à voir. L'enfance se fait, respire sous nos yeux. Marguerite Duras. L'Opoponax, son premier roman, donc paraît en 1964, comme l'a dit Aline, aux éditions de Minuit et va recevoir le prix Médicis. Son deuxième, Les Guerrières, est publié en 1969. Donc il met en scène une révolution guerrière et victorieuse,
Alors, menée par des collectifs de elles. Je fais exprès de le dire comme ça, même si c'est un peu compliqué. Elles, je fais référence au pronom elles au pluriel, pronom qui va revenir de manière récurrente dans le livre. Et le travail sur les pronoms est une des marques du style de Monique Wittig. Donc une révolution guerrière et victorieuse contre la société patriarcale, sexiste et raciste. Lorsque sort le livre, le mouvement féministe n'a pas encore commencé en France. En 1973, elle publie Le corps lesbien, puis en 1976, Brouillon pour un dictionnaire des amantes, qu'elle écrit avec sa compagne américaine, Sandy Zweig. Donc ces livres font d'elle une écrivaine militante, féministe et lesbienne, d'autant plus qu'elle participe pleinement à la Renaissance et au développement, à la naissance, enfin oui, c'est une Renaissance, mais elles avaient l'impression que c'était une naissance à l'époque en fait, à la naissance et au développement du mouvement féministe et lesbien. Elle joue un rôle moteur dans la première manifestation non mixte à l'université de Vincennes en 1970. Elle rédige la même année un manifeste pour la constitution d'un mouvement de libération des femmes, qui est publié dans un journal d'extrême gauche. Elle fait partie de la poignée de manifestantes qui va essayer d'envahir l'Arc de Triomphe, toujours en 1970. Elle signe le manifeste des 343 pour la légalisation de l'avortement en 1971. Et la même année, envahit avec d'autres, pour le coup des hommes et des femmes, une émission de radio sur l'homosexualité. Alors je cite le titre, « Ce douloureux problème ». Ils envahissent pour dire que ce qui est douloureux, ce n'est pas l'homosexualité, mais sa répression. Bon, je pourrais continuer comme ça, avec pas mal d'exemples de militantisme. Et quand même, une coupure dans sa vie, c'est qu'en 1976, elle part aux États-Unis. Plusieurs raisons expliquent ce départ. D'abord, autant son premier roman, Le Poponax, va connaître un réel succès. Il sera republié en 10-18 en 1970. Autant, au fur et à mesure que ses livres deviennent explicitement féministes et lesbiens, les ventes chutent. Ensuite, il y a aussi le désir d'avoir un travail plus valorisant que de la traduction ou de la réécriture. Car comme la majorité des écrivains, il y a la nécessité d'un second métier. Et Monique a choisi de ne faire que des activités qui touchent à l'écriture, sauf qu'elles ne sont pas très rémunératrices et qu'elles sont précaires. Or, aux États-Unis, un écrivain qui publie peut enseigner à l'université, en littérature, et dans son cas, elle peut enseigner dans les Women's Studies qui sont en train de naître. Alors qu'en France, ce sont les diplômes qui priment. Et elle n'en a pas. En fait, au moment de l'Oponax, elle répond à des interviews où elle explique qu'elle a abandonné une licence de lettres parce que, dit-elle, l'université ne nous enseigne que des choses mortes. Et puis, bien sûr, il y a l'attirance à l'époque pour les quartiers gays dans les grandes villes américaines. Alors, en fait, elle va peu à peu s'installer là-bas, tout en revenant régulièrement en France. Et elle va finir par obtenir un poste de professeur en 1990 à l'université de Tucson en Arizona. Le départ aux USA va avoir des effets sur son écriture. Elle va s'investir dans des écrits plus théoriques, des conférences ou des articles. Et ça va l'amener en fait à écrire tantôt en anglais, tantôt en français, par moments, d'abord en anglais, puis ensuite en français. Alors, des écrits théoriques sur l'écriture, comme l'extrait qu'a lu Aline tout au début, et puis des écrits théoriques sur le lesbianisme. Ces derniers seront réunis dans un recueil Straight Mind, intitulé Straight Mind, d'abord publié aux USA en 1992 et seulement en 2001 en France, sous le titre anglais. Donc on voit l'influence des États-Unis puisqu'elle ne cherche pas à traduire l'expression Straight Mind. Alors, cet écart entre la publication aux États-Unis et la publication française montre la distance qui s'est établie entre Monique et la France, ainsi que des désaccords importants avec les militantes féministes lesbiennes, en fait, elle disait copines de l'époque, notamment autour d'une revue Questions féministes. Par ailleurs, elle publie moins de textes purement littéraires. Son dernier roman, Virgile Non, paraît en 1985. Elle met également en scène la même année une pièce de théâtre, Le Voyage sans fin, avec Sandy Zweig, d'abord aux États-Unis puis ensuite en France. Un recueil de textes courts et de nouvelles est publié en 1999, Paris la politique, mais en fait c'est une réunion de textes qui étaient déjà anciens quand elle les publie.
Les dernières années vont être difficiles avec des projets inaboutis, la mort de Nathalie Sarraute, dont elle était très proche, ainsi que celle de son père. Et elle s'inquiétait également de difficultés d'écriture. Notamment, il y a eu quand même pas mal de projets qui n'ont pas pu aboutir. Et elle va mourir aux États-Unis, à Tucson, le 3 janvier 2003, d'un infarctus. Mais pour revenir quand même aux éditions de Minuit, son entrée dans le monde de l'édition s'est fait avant l'écriture de l'Opoponax, c'est ça? Alors, c'est une de mes hypothèses. Alors, en fait, avant l'Opoponax, il y a un manuscrit donc qui est resté inédit, La mécanique, que Monique propose à plusieurs éditeurs et qui est refusé. Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, la pousse à le retravailler, voire à en écrire un nouveau, s'engageant à la publier. En fait, il n'est jamais évident de trouver un éditeur lorsqu'on n'a pas de relation avec le monde éditorial. Et je crois qu'en fait, Monique était déjà connue à Minuit parce qu'elle y effectuait des tâches, alors c'est comme ça qu'il disait à l'époque, de rewriting, c'est-à-dire qu'elle réécrivait en fait, qu'elle corrigeait, etc. Et on trouve son nom dans l'équipe technique qui a accompagné l'édition du dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hilaret en 1963. C'est un dictionnaire en 2 tomes, donc j'imagine que ça lui a permis de mettre un pied chez Minuit et de trouver le temps de rencontrer Jérôme Lindon. Et donc, elle avait une jolie phrase à propos de la relation à la maison d'édition que tu avais citée. Donc, Minuit, c'est quand même une maison d'édition prestigieuse. C'est la maison d'édition du nouveau roman. Avec Rob Grillet, Nathalie Sarraute, qui était à l'époque une auteure de référence pour Monique et qui au fil des années va devenir une amie. Une amitié va se construire entre elles deux. Claude Simon aussi. Donc c'était une maison d'édition qui l'intéressait. On a entendu ce que disait le Figaro. En fait, la manière d'écrire, ils sont en train de faire allusion au nouveau roman. Et Sarraute et Rob Grillet vont siéger au jury Médicis. Et à l'époque, Sarraute dit dans une interview je ne serai sans doute plus là pour le voir, mais dans 10 ou 20 ans, on s'apercevra quel écrivain nous avons couronné là. Alors, à la fois, Sarraute a eu raison, mais à la fois, il a eu tort, parce que le succès, il est vraiment venu plus que 20 ans après. Et donc, Jérôme Lindon et Minuit seront des références importantes. Et même lorsqu'ils sont en train de rompre en 1998, le dernier livre littéraire que Monique publie est publié chez Paul, en fait. Lindon fait état d'une certaine tristesse au fait qu'elle aille ailleurs. Et Monique lui répond dans un courrier « Minuit, c'est là où j'ai voulu être, et un auteur sent que la maison qu'il édite est un peu sa maison. » Sur les poitrines de mes sœurs argentées, plus jamais de regard pressant. Quand ces divines acèrent leurs doigts de fer, plus jamais de mots transperçants. Elles disent le monde avec fureur. Elles le sondent pour s'affranchir des peurs. Nouveau monde, pas une fleur pour décorer toutes vos tombes. Entre les ruines, je vois des visages de pierre et de joie. Sur les bûchers s'émane un parfum de victoire. Quand sous mes pieds la terre
légère, je souris à ne plus rien voir. On danse le monde avec grandeur, on le sonde pour trouver sa lueur. Dernier monde, plus de pleurs sur nos pommettes vagabondes. Sans la doctrine, j'entends plein de voix sublimes et stridentes. On danse le monde avec grandeur, on le sonde pour trouver sa lueur. Dernier monde, plus de pleurs sur nos pommettes vagabondes. On danse le monde avec grandeur, on le sonde pour trouver sa lueur. Dernier monde, plus de pleurs sur nos pommettes vagabondes. Tu l'as introduit ?